Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la grande interview avec cette semaine Thierry Drillon. Bonjour, vous êtes Bonjour. un habitué presque Vous êtes déjà venu dans cette émission, vous êtes président de la Chambre de commerce franco-britannique. Absolument. Et vous étiez venu à un moment où les négociations pour le Brexit étaient au plus bas au niveau du moral des négociateurs parce qu'ils n'y arrivaient pas. Ils ont négocié pendant 5 ans quand même. Le vote a eu lieu en 2016. On a fêté on a commémoré le 5e anniversaire de ce vote le 23 juin. Et c'est devenu maintenant une réalité, donc, depuis le 31 décembre de l'année dernière. À minuit. Alors, Thierry Drillon, vous avez, de par vos fonctions, assisté à toutes ces négociations, minute par minute. Vous êtes sans doute un des témoins clés et pas partisans, puisque vous êtes des deux côtés de la barrière, si j'ose dire. Vous êtes un des mieux placés pour répondre à 3 séries de questions, en gros. D'abord, on a envie de connaître l'état des lieux aujourd'hui, là, maintenant que le Brexit est effectif, et puis quelles sont les conséquences de tout ça, qui perd, qui gagne, et puis l'évolution probable, qui n'est pas évidente, parce que la visibilité n'est pas extraordinaire aujourd'hui. L'actualité nous apporte actuellement un certain nombre de faits sur lesquels on va revenir, mais la visibilité n'est pas bonne. Thierry Drillon, la Grande-Bretagne a donc eu 5 ans pour se préparer, 5 ans de psychodrame, 5 ans de négociations politiques. Est-ce qu'elle était prête le 31 décembre pour redevenir une île? Réponse? Alors d'abord, merci de votre invitation. Et la dernière fois que vous m'aviez invité, vous m'aviez posé la question. On était au plus bas dans les discussions et je vous avais dit que j'étais extrêmement optimiste parce que le réalisme et le pragmatisme allaient l'emporter. Ouais. Bon, finalement, les choses m'ont donné raison. Oui, mais enfin, l'optimisme chez vous, je pensais que vous alliez penser que le Brexit n'allait pas se faire. Alors, non. Qu'on reviendrait en arrière. Non. J'ai jamais dit que ça reviendrait en arrière. J'ai toujours dit que les choses allaient se faire parce qu'il y avait un choix démocratique et que les choses devaient se mettre en place et qu'un cadre allait être créé. Alors, oui, effectivement, depuis le 1er janvier, officiellement, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. Ouais. Est-ce qu'elle était totalement prête? La réponse, c'est non. Et c'est un hard Brexit. Alors, c'est pas un hard Brexit, c'est que simplement, il y avait un certain nombre de contours qui restent à définir. Je vous rappelle juste une chose, il faut juste qu'on remette les choses en perspective. L'accord est intervenu le 24 décembre, dans une espèce de psychodrame. 1er janvier. Et on a donné un contrat cadre. Mais au-delà de ce contrat cadre... Il faut encore revenir. Mais c'est 682... accords bilatéraux et multinationaux qui ont été signés entre le Royaume-Uni et l'un des pays de l'Union européenne. Donc ça veut dire qu'il faut détricoter, il faut prendre le temps de détricoter. Michel Barnier, à juste titre, qui a fait un travail exceptionnel avec ses équipes, a dit « ça prendra des mois, voire des années ». Je pense que ça prendra plusieurs années, 2, 3, 4 ans, pour que tout soit totalement détricoté. Oui, mais alors attendez, on a quand même aujourd'hui des actualités, des faits qu'il faut régler de façon urgente. Depuis le 31 décembre, on a remis en place des douanes des deux côtés du Channel. On a remis un contrôle des flux commerciaux assez précis. On est en train de vérifier si les résidents européens en Grande-Bretagne ont bien fait leur demande de résidanat permanent. On est en train de déménager un certain nombre d'entreprises. Une banque comme JP Morgan s'est installée cette semaine à Paris. Pas en totalité, mais enfin ça nous a valu quand même une visite du président de la République. Vous allez me dire, il est en campagne électorale, mais enfin bon... Tout ça crée des problèmes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, plusieurs éléments. D'abord, vous m'avez posé la question, est-ce que nos amis britanniques étaient totalement prêts? La réponse, c'est non. La deuxième chose, c'est que vous avez parlé des douanes. C'est l'élément le plus visible. Alors, c'est l'élément le plus visible parce que c'est les échanges de biens et de services. Alors, on avait dit que ça allait être juste un chaos et que ça allait être la fin du monde. Ça n'a pas été le cas, il a fallu des ajustements. Je note simplement que côté des douanes françaises, avec tout le principe de la douane numérique et du principe digitalisé, les choses sont extrêmement fluides. La douane intelligente. Côté de nos amis britanniques... Là, vous trop optimiste. Attendez. Ça marche pas. Non, attendez, laissez-moi juste terminer. De l'autre côté britannique, les choses ne sont pas préparées. Et les deux systèmes ne se parlent pas. Donc à un moment donné, principe de réalité. La deuxième chose, c'est que...
il y a un certain nombre de mesures douanières qui s'appliquent côté de l'Union européenne, mais nos amis britanniques ont dit, écoutez, comme on n'est pas totalement prêt, on va se donner un peu plus de temps. Voilà. Donc, il y a un décalage à ce niveau-là, et aujourd'hui, force est de constater que cela crée un certain nombre de perturbations dans l'ensemble des transactions économiques entre les deux pays. Je vous rappelle, c'était avant la pandémie. C'était un peu plus de 100 milliards, 103 milliards. C'est très interpénétré, les deux. Mais très interpénétré. Et quand vous regardez l'ensemble des transactions dans le détail, regardez normalement ce qui se fait dans le domaine de l'agroalimentaire, et on parlera du problème avec l'Irlande du Nord, qui est un vrai sujet, qui est un trou dans la raquette. Voilà. Et notamment pour tout ce qui est agroalimentaire et tout ce qui est, on va dire, exportation de produits animaliers. Mais aujourd'hui, les choses sont en train de se caler, de se mettre en place. Est-ce que les choses sont totalement fluides ? La réponse est non. Mais personne ne pouvait penser que les choses allaient se passer du jour au lendemain et de manière extrêmement sensible. Est-ce que vous le confirmez? Il n'y a effectivement pas eu de catastrophe, il n'y a pas eu de rupture d'approvisionnement. Les magasins n'ont pas manqué de produits frais, par exemple. Alors, la réponse est non, sauf qu'il ne vous aura pas échappé si, par exemple, vous achetez des produits dans une grande marque britannique en France sur des produits alimentaires, les rayons étaient pour le moins vides. Donc il a fallu un temps d'adaptation. Côté français, mais je parle des produits frais qui sont achetés par les Anglais, aux Italiens, aux Espagnols ou au sud de la France. Les choses se sont faites, sauf que les délais ont été rallongés et les mesures administratives ont été sensiblement rallongées de 2 à 3 jours. Donc ça a un impact. C'est plus des produits frais. Donc ça a un impact sur un certain type de produits. Aujourd'hui, les choses sont rentrées dans l'ordre, mais il a fallu ajuster l'ensemble des mesures. Et dans les chaînes de fabrication automobile, par exemple, où les chaînes de valeur sont assez compliquées, il y a beaucoup de pièces détachées. Ce sont des usines de montage qu'il y a beaucoup en Grande-Bretagne. Dans la santé aussi, on a eu des problèmes. Alors, ils ont eu des problèmes. Vous avez tout à fait raison de noter finalement ce phénomène de chaîne de valeur. Parce que le vrai sujet, c'est quel est le niveau d'exposition au niveau de l'ensemble de la chaîne de valeur et sur quel type de produit. Le Royaume-Uni fait beaucoup d'assemblages, vous l'avez rappelé, notamment dans le secteur de l'automobile. Je vais prendre une voiture qui n'est plus britannique, qui est maintenant allemande, qui est la Mini, la fameuse Mini. Ouais. Une Mini vendue sur le territoire britannique, c'est 28% de la valeur de la voiture qui sont des pièces qui sont assemblées. Donc uniquement 28% est fabriqué, j'ose dire, sur le territoire britannique. Donc aujourd'hui, le sujet de la chaîne de valeur, elle impacte tout le monde, elle impacte l'ensemble du secteur de l'automobile. Il ne vous aura pas échappé que cette pandémie a généré un certain nombre de problématiques sur de l'acier et sur un certain nombre de pièces détachées qui sont essentielles. Donc ce n'est pas uniquement, on va dire, l'économie britannique, c'est l'économie mondiale dans le secteur de l'automobile qui aujourd'hui est impactée. Je vous embête un peu, mais vous semblez reprendre un certain nombre d'arguments que semble donner Boris Johnson. Quand les choses vont mal, c'est de la faute de l'Europe. Quand les choses vont mieux, mais qu'elles vont mal, c'est aussi de la faute du Covid, quoi. Il y a toujours quelqu'un qui est fautif. Alors, vous savez, je ne sais pas ce qu'il y a derrière votre question. Est-ce que... Ah, mais il n'y a rien de... Non, mais si votre... Je vais vous dire, je crois que nos amis britanniques ont fait un choix en 2016 qui est un choix, et je l'ai dit et redit, qui, je pense, va impacter l'économie profondément sur les prochaines années, peut-être même une décennie, et va impacter des générations. Donc, j'allais dire, quelque part, force est de constater que nous respectons ce choix démocratique. Je le regrette profondément d'un point de vue économique. Est-ce que ça va avoir un impact sur l'ensemble des transactions à venir? La réponse est oui. Alors, il y a deux choses. Il y a, d'un côté, à court terme, et l'impact à court terme, il est réel, il est important. Alors, entre la pandémie et la partie Brexit, les deux sont liés. Et le deuxième sujet, c'est la capacité de rebond de l'économie britannique dans les années à venir. Mais j'ai toujours dit, de manière extrêmement claire, que lorsqu'on regarde factuellement les chiffres, importation, exportation, aujourd'hui, l'économie britannique est affectée de manière extrêmement lisible et affectée lorsque vous écoutez l'ensemble des dirigeants économiques qui font des transactions avec le Royaume-Uni, ils ont pour certains fait des choix de relocalisation ailleurs.
Alors, il y a un secteur qui est visiblement affecté, c'est le secteur financier. C'était le point fort de la City à Londres. Hein. Sa réputation, sa puissance et sa richesse, c'était les transactions financières et la banque, l'assurance et tout ce qui va avec. On a l'impression, là, et on l'a vu à Paris, qu'un certain nombre de banques ont commencé leur déménagement. Et c'est une relocalisation. Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est important? Et d'où ça vient? Ça vient de cette histoire de passeport financier dont il faudrait nous expliquer le fonctionnement. Mais c'est quand même assez spectaculaire pour les Anglais. Là, on vient d'importer combien? 800 traders de JP Morgan, accueillis par le président de la République, évidemment, qui déroule le tapis rouge. Et il a raison, c'est son job. Bien sûr que c'est son job. Alors, on va juste remettre les choses en perspective, juste pour expliquer pour vos auditeurs, parce que votre question est très importante. D'abord, quel est le poids des services financiers dans l'économie britannique? Il est très très lourd, puisque c'est 6,9% du PIB hein, versus un peu plus de 5% en France. Point numéro 1. Point numéro 2, ce que vous évoquez, JP Morgan, etc., ça date pas d'hier. Ça a démarré et les entreprises se sont préparées il y a des mois, des trimestres, etc. Juste vous donner un chiffre. Ce sont 441 entreprises dans le secteur financier ou services financiers qui se sont soit relocalisées, soit qui ont pris pied sur le continent, avec trois emplacements privilégiés, Amsterdam, Paris et après Francfort. Voilà, hein, donc par ordre. De manière extrêmement précise. Donc l'impact, c'est quoi? C'est que l'impact, c'est que la bourse, le London Stock Exchange, qui était la plateforme financière boursière, qui était le cœur, a perdu sa position de leadership au profit d'Amsterdam et Paris en numéro 2. Je vais juste vous donner un chiffre. Le premier jour de la réouverture des bourses européennes, les transactions qui ont été effectuées entre la bourse de Londres et les bourses européennes ont été, en termes de transactions, l'équivalent dans la journée de 4 fois l'ensemble de la capitalisation du CAC 40. C'est juste absolument colossal et heureusement, ça a été anticipé. Alors, on va revenir sur ce point-là parce que ce que vous dites est très très important par rapport au fonctionnement européen puis par rapport aux conséquences du Brexit. Mais on va s'arrêter quelques secondes, mais on va revenir et notamment sur cette question du passeport parce que derrière ça, il y a quand même une vraie raison qui est au cœur finalement de la relation entre la Grande-Bretagne et l'Europe. Le vrai sujet, c'est ce sujet du passeport financier. Ouais. On va en parler dans un quart de seconde. Retour sur le plateau de la grande interview avec Thierry Drion, le président de la Chambre de commerce franco-britannique, pour nous expliquer un peu ce qui se passe sur le Brexit, parce qu'on est actuellement, et on le disait dans la première partie, en train de compter les camions de déménagement. On déménage un certain nombre d'entreprises de Londres vers le continent, et notamment des banques. Ce qu'il faudrait que vous nous expliquiez très précisément, parce que ça c'est votre boulot, c'est votre métier, pourquoi les banques étaient toutes à Londres? Pourquoi ça marchait à Londres? Parce que c'était un espace un peu paradisiaque pour les financiers. Absolument. Alors, c'était dérégulé, la fiscalité était light, c'est tout ça. On n'allait pas là-bas par hasard, on n'allait pas là-bas pour le climat. Sauf si vous aimez beaucoup l'humidité. Oui, voilà. Hein, ou si vous êtes breton. Bon. Mais le sujet était effectivement que la bourse de Londres était devenue un pôle à la fois de compétences, de savoir-faire, d'expertise et en même temps de conditions dérégulées. Bon, il y a 2 sujets. Le premier sujet, c'est le passeport financier. Et ce passeport financier, depuis le 1er janvier, il ne vous aura pas échappé qu'il n'existe plus. Le passeport financier, ça permet quoi? Ça permet tout simplement de pouvoir effectuer des transactions dans un cadre réglementaire, dans un cadre de gouvernance et dans un cadre de suivi financier qui soit conforme aux règles européennes. À partir du moment où vous quittez l'Europe, vous ne bénéficiez plus de cette protection ou en tout cas de ce cadre réglementaire. Donc ça veut dire que de facto, vous sortez. Vous ne pouvez pas être et dedans et dehors. Mais donc ce passeport financier n'existe plus. Ça voulait dire aussi que des banques américaines comme JP Morgan s'installaient à Londres pour pouvoir, aux conditions britanniques, travailler sur le marché européen. Mais on est d'accord, hein? C'est-à-dire que depuis Londres, Londres était, pour les entreprises américaines, et j'en sais quelque chose pour avoir dirigé un certain nombre de ces entreprises, était quelque part le hub, le point d'accès
pour l'ensemble de l'Europe, pour rayonner sur l'Europe. Un peu Singapour, quoi. Hein. C'était en tout cas une zone de compétence et de talent. Ouais. À partir du moment où le passeport financier n'existe plus, eh bien, il a fallu anticiper. Ça faisait partie des choses qui étaient extrêmement claires. Le deuxième C'était sujet, prévu dès le départ, ça. c'était tout simplement inclus dès le départ et depuis le début, ça faisait partie des conditions clairement énoncées par Michel Barnier et l'ensemble des chefs d'État pour dire on ne peut pas être dedans et dehors. Le deuxième sujet, il y a le passeport financier et il y a ce qu'on appelle les chambres de compensation. Voilà. Alors, pour rentrer sans dans les détails, c'est globalement, lorsque vous voulez faire des transactions économiques, vous avez des compensations financières entre une monnaie et une autre. Songez simplement qu'à Londres, vous avez par an, la compensation financière représente 750 milliards d'euros. Pour des raisons évidentes de fluidité des systèmes financiers, l'Europe a dit on vous donne quelques mois complémentaires et donc ils ont jusqu'à la rentrée. Mais à la rentrée, une décision devra être prise. Donc aujourd'hui, ils peuvent le faire, potentiellement à la rentrée, ils ne pourront plus le faire, dépendant des discussions avec l'Union européenne. Boris Johnson a refusé tout compromis, toute discussion là-dessus. Il a donc laissé tomber finalement la finance de la ville dont il était maire, pour des raisons. Quelles sont ces raisons? Politiques? Parce que l'Angleterre perd gros, là. Alors, je ne sais pas s'il a laissé tomber sa ville, laissé tomber les Britanniques. Il ne m'appartient pas de juger sur ce sujet. Ça faisait partie de toute façon, à partir du moment où le Royaume-Uni avait décidé de quitter l'Union européenne, il ne pouvait plus continuer de bénéficier de ce passeport financier et quelque part de ces droits équivalents à si vous êtes dans l'Europe ou pas dans l'Europe. Vis-à-vis des 27 États autres, c'est juste quelque chose d'inconcevable. Je vais juste... vous parliez d'avoir laissé tomber. Je dirais plutôt que Boris Johnson, de mon point de vue, a laissé tomber une autre catégorie que sont les pêcheurs britanniques. Parce que les pêcheurs britanniques faisaient état d'une demande de récupérer 80% de la pêche dans les eaux britanniques. Bon, net, au bout de 5 ans, ils vont récupérer 25%. Et quand vous regardez dans le détail, c'est un peu surprenant. Donc oui, là, je suis d'accord avec vous. Je pense que les pêcheurs britanniques ont été laissés en rase campagne. Avec ce problème très particulier des pêcheurs britanniques qui sont confrontés aux pêcheurs français dans les régions de Jersey et Guernesey. Mais le vrai sujet de la pêche, je vous dis honnêtement, le sujet de la pêche, c'est un sujet de polémique, hein. mais économiquement, c'est rien. C'est 620 millions d'euros. 620 millions d'euros. C'est à la fois beaucoup d'argent, mais c'est rien d'un point de vue économique. Ça, c'est la première chose, c'est moins de 1%. Et la deuxième chose, c'est que tout est imbriqué. C'est-à-dire que vous avez certes des eaux très poissonneuses, mais le sujet, c'est pas de pêcher. Le sujet, c'est de transformer ce poisson. D'accord, pour des biens de consommation. Et puis le vendre sur un marché. Oui. Le marché, c'est le marché européen. Et la transformation se fait où aujourd'hui? Les Britanniques n'ont aucune capacité de faire la transformation. 100% de la transformation se fait sur le territoire européen. Donc on est sur quelque part un marché de dupes. En ce qui concerne l'attractivité que peuvent avoir les pays européens, ils sont en concurrence aujourd'hui pour pouvoir attirer les entreprises et notamment les banques. Vous parliez de Francfort, c'est vrai, il y a la Banque centrale. Vous parliez d'Amsterdam, c'est vrai qu'ils ont... Est-ce que la France a des facteurs d'attractivité importants? Alors, je suis ravi que vous me posiez la question parce que c'est un de mes sujets favoris. On est quand même le champion du monde de la fiscalité. Alors, je vais vous dire, vous me posez cette question et je vais m'autoriser... alors, de temps en temps, on dit on se plante, on fait des erreurs, et des moments où on peut avoir raison. En 2004, j'ai écrit une tribune qui a été reprise à la une des Échos et qui était de dire pourquoi je suis franco-optimiste. Franco-optimiste. Alors, il m'a fallu 17 ans pour avoir raison. Hein, bon, ou en tout cas pour pas trop faire d'erreurs. Non, je suis extrêmement optimiste. Enfin, on vient pas chez nous pour payer des impôts. Je suis extrêmement optimiste. D'abord, je suis optimiste sur la reprise de l'économie mondiale parce que tous les indicateurs, et on peut en parler, sont au vert. Je suis optimiste parce que finalement, l'attractivité, je me félicite, là il y a eu le sommet Choose France, c'est le 4e. Je vois qu'au dernier baromètre EY, la France ressort certes de pas grand-chose, mais toujours numéro 1, et ça fait 3 ans que ça dure. Donc finalement, quand je regarde ça, c'est les talents, la capacité à accompagner les entreprises, la capacité à développer le secteur de la technologie, hein, et le sujet, c'est comment est-ce qu'on scale toutes ces startups, etc. Donc il y a
quantité d'éléments qui sont favorables. Ouais. Voilà. Ouais. Et quand vous regardez les autres pays européens, Ouais. est-ce que l'Allemagne est aussi attractive qu'avant? La réponse c'est non. Royaume-Uni, on en a parlé. L'Italie, bon, et l'Espagne. Donc, je ne veux pas dire faute de combattants, mais il n'empêche que l'attractivité de la France, et on peut s'en féliciter de temps en temps, se dire qu'elle n'a pas été aussi importante depuis 20 ans. Bon, bah, sachons s'en féliciter. Et c'est vrai que quand les patrons de banque interrogent leur personnel et qu'ils leur disent où est-ce que vous préférez aller résider, habiter, Francfort n'est pas très glamour et qu'ils choisissent Paris. Hein. Alors, si l'attractivité de notre... Non, mais c'est l'art de vivre région, aussi. Ce sont l'éducation, les universités, c'est le système social. Hein. mais est-ce que je peux m'autoriser un instant le commentaire d'un copain américain qui dirige un grand groupe de private equity? Je l'avais au téléphone il y a quelques jours. Et sa phrase a été de me dire « You have a guy driving France. This guy is just amazing. » Dans son langage, c'était dire « Vous avez, pour une fois, un mec qui conduit les choses, qui drive et qui a un impact international. » Nous, Il n'est peut-être pas très aimé à l'intérieur, mais enfin bon, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Mais là, je parle de rayonnement international. Oui. Alors ça, c'est les facteurs d'évolution et avec les points d'actualité qu'on vient de soulever. Sur le plus long terme, maintenant, comment vous voyez cette évolution et comment notamment voyez-vous la façon dont on va régler les problèmes? Alors au niveau des accords commerciaux, vous précisiez tout à l'heure qu'il y en a à peu près 600 à régler. Ceux qui ont été déjà signés, on s'aperçoit qu'on reprend le copier-coller de ce qui était fait avant, un peu, d'une certaine façon. Alors là, vous parlez d'accords commerciaux avec d'autres pays? Oui, avec d'autres pays. Oui, bon, faut être sérieux. Faut être sérieux. À ce jour, les accords de libre-échange, c'est le Liechtenstein, c'est le Luxembourg et c'est la Norvège. Oui, donc c'est peanuts. Oui. Bon, mais il va falloir signer tout ça. Et celui qui est en cours, c'est avec l'Australie. Mais l'Australie, juste l'Australie, c'est 20,4 milliards de transactions économiques. La France, c'est plus de 100 milliards. Le caillou dans la chaussure, c'est l'Irlande. Absolument. Qui nous empêche de marcher les uns comme les autres. Absolument. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, je crois que une négociation, il y a un temps pour la négociation, il y a un temps pour la discussion, il y a un temps pour la décision, et après, il y a un temps pour l'exécution. Et là, on est dans l'exécution. Et ce sujet-là est un sujet sur lequel il ne pourrait y avoir de retour en arrière. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'acteurs au niveau européen, un certain nombre d'acteurs dans le domaine public, Clément Beaune s'est prononcé. On ne peut pas revenir à l'apartheid, quoi. Une sorte d'apartheid. Voilà, donc on ne reviendra pas en arrière, les conditions sont fixées, on ne peut pas prendre ce qui nous intéresse et mettre de côté ce qui n'intéresse pas. Je ne doute pas qu'à un moment ou un autre, alors ça fait partie des postures, hein, il ne vous aura pas échappé que pendant ces 4 ans de discussion, il y a eu des hauts, des bas, etc. Et que comme par hasard, le 24 décembre, parce qu'il y a eu un peu des coups de force, les choses se sont décantées. Elles vont se décanter, mais on est dans une phase qui est une phase compliquée, et vous avez tout à fait raison, Jean-Marc, de le dire. Le sujet le plus criant et le plus grave aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que ce point d'entrée, ou en tout cas ce trou dans la raquette avec l'Irlande du Nord, soit résolu. Parce que ça, c'est un sujet qui est un sujet sur lequel il ne peut y avoir de concession. Et ça n'embarque aucune des deux parties dans une direction qui est opposée à celle qu'ils voudraient. Hein. Absolument. Ça va être compliqué. Absolument. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Est-ce que l'idée qui a circulé pendant très longtemps, que les Anglais, finalement, l'élite anglaise, se disait, mais qu'en transformant l'Angleterre je parlais de Singapour tout à l'heure, en Singapour de l'Europe, c'est une idée qui pourrait les sauver ou pas, ou leur préserver un avenir meilleur. Est-ce que c'est possible en plus? Alors, la situation actuelle nous prouve que c'est totalement impossible avec des histoires de fiscalité, un espace ultralibéral, avec fiscalité là, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, pour plein de raisons, pour y revenir, mais si on prend l'exemple du passeport financier et des flux financiers qui ont été 4 fois supérieurs à ce qu'on avait anticipé. Donc je n'y vois pas. 2, vous parlez de l'élite. Justement, cette élite, c'est elle qui a fait penser qu'il n'y aurait jamais de séparation entre l'Union européenne. Voilà. Donc il faut faire attention. 3, n'oublions pas, j'allais dire toute la partie des Midlands, c'est-à-dire la partie de Birmingham, Manchester, etc., qui sont des gens
à qui on a expliqué, notamment dans les années les plus dures de Thatcher, que la raison pour laquelle on leur demandait des efforts considérables à une transformation de leur économie, avec un niveau de chômage qui était les plus élevés depuis 50 ans, hein, Margaret Thatcher leur a expliqué, tout ça c'est de la faute de l'Europe. Donc ces gens-là ont, dans leur code génétique, été abreuvés de ce discours. Thierry Drion, je ne voudrais pas qu'on s'arrête à l'émission sans parler d'une activité qui vous est personnelle, sur laquelle vous êtes discret, mais qui est importante dans la mesure où vous vous occupez. Vous avez créé une fondation, des deux côtés du Channel d'ailleurs, hein, pour venir en aide et pour essayer de favoriser la recherche sur les maladies du cœur, notamment pour les femmes. Hein. Vous faites des appels aux dons des deux côtés, du côté britannique comme du côté français. Alors c'est un fonds de dotation, merci d'en parler, et je pense que finalement, en tant que dirigeant d'entreprise, et qui plus est, dans le monde anglo-saxon, le charity est quelque chose d'important. Oui. Alors, vous dire deux mots, ça s'appelle la Women's Cardiovascular Healthcare Foundation, en France, Agir pour le cœur des femmes, qui est une fondation à vocation internationale, avec un seul objectif, qui est de combattre la première cause de mortalité des femmes en France et dans le monde, que sont les pathologies cardiovasculaires. Alors, on retrouve tout ça sur Internet avec précision. Mais ce qui est intéressant, dans le cadre de notre discussion d'avant, c'est que c'est une tradition finalement anglo-saxonne, ça, de financer de la recherche par les dons et par la générosité. Alors, ce n'est pas que de la recherche, c'est du très concret, mais c'est le fameux give back. C'est le fameux comment est-ce que je participe à l'intelligence collective? Comment est-ce que je fais en sorte de pouvoir m'intéresser aux autres et combattre et m'investir sur un sujet qui est un sujet important? On retrouve ça dans la Ligue de lutte contre le cancer en France et dans un certain nombre Et puis vous savez, on a beaucoup parlé de très grands bienfaiteurs. On a parlé de Bill Gates et autres, etc. Et il n'y a pas de raison pour laquelle en Europe, on ne soit pas capable de construire une grande fondation, qui plus est pour combattre la première cause de mortalité des femmes dans le monde. Et je voudrais en profiter pour dire qu'on associe des expertises et que j'ai à mes côtés la cofondatrice qui est le professeur Claire Mounier-Veillé, qui est une des plus grandes cardiologues au niveau européen, qui est une femme formidable. Et là, ce serait l'Europe au sens large, très large. Thierry Drion, merci beaucoup. Merci de nous avoir apporté votre témoignage, votre expérience surtout et votre connaissance des relations avec la Grande-Bretagne.